Dans les complications respiratoires, périopératoires chez l'enfant. Donc globalement, je n'ai pas trop de lien d'intérêt avec ce topo qui va être essentiellement plutôt théorique. Alors, l'anesthésie et les complications respiratoires, en fait, c'est ce qui nous fait parfois redouter de faire l'anesthésie pédiatrique. Pourquoi? Parce que parfois, on entend des bruits qu'on n'aime pas trop. On ne les entend pas du tout, mais normalement, ça fait du bruit. Et ça, c'est un bruit qu'on n'aime pas. Et puis, il y a également ce laryngospasme et ce bronchospasme qui vont arriver dans un contexte très particulier. L'enfant, ce n'est pas un petit adulte. L'enfant, c'est un être qui a une anatomie, une physiologie particulière. Et à cette caractéristique propre sont associées des durées, des réserves à oxygène très, très faibles. Et si on préoxygène un enfant et qu'on se débrouille pour qu'il ait une fraction expirée en oxygène de 100 à 0,9, parce qu'on a fait une préoxygénation d'une minute, donc vous voyez déjà un peu le challenge pour ceux qui font de la pédiatrie. Mais en fait, si l'enfant a moins d'1 an, il faudra moins de 2 minutes pour qu'il désature. Et donc, c'est ce contexte, ces caractéristiques physiologiques et anatomiques qui font que, en plus des contextes un peu particuliers, on va faire l'anesthésie pédiatrique dans un contexte différent de l'adulte. Alors, revenons un peu sur ce laryngospasme. Qu'est-ce que c'est, le laryngospasme? Le laryngospasme, c'est une stimulation anormale de tous les récepteurs qui sont autour de la glotte, c'est-à-dire les chémos, les thermos, les chimios, les mécanos, tous ces récepteurs qui sont très très riches autour de la glotte, qui vont être là pour protéger l'inhalation, qui vont être stimulés de façon anormale. Ce stimulus, il va entraîner au niveau des fibres afférentes des branches internes du nerf laryngé supérieur des phénomènes musculaires. Et si vous avez un laryngospasme, non seulement vous avez les cordes vocales qui ont une adduction, mais vous avez les aryténoïdes qui vont venir se replier sur le laryngo, sur les cordes vocales, comme on voit. Alors, si ça marche, mon petit, voilà. On va voir les aryténoïdes se replier sur les cordes vocales, et la partie dorsale de l'épiglotte va également venir se rabattre. Ça fait que globalement, voilà, vous avez un tissu mou qui vient recouvrir les cordes vocales, et la ventilation, dans ce cadre-là, elle est impossible. Et votre courbe de CO2, vous le voyez très bien, mais vous le perdez. Ça, c'est le laryngosme complet qui est en opposition avec le partiel où on garde quand même un petit peu les cordes vocales un petit peu entrouvertes. Alors, ce laryngospasme, quelles sont ses caractéristiques? Quand c'est qu'il arrive? Il arrive typiquement quand l'anesthésie elle est trop légère. Et il faut oublier de penser que c'est juste à l'induction. C'est quand l'anesthésie est trop légère, c'est-à-dire quand il y a une stimulation, que ce soit l'induction, que ce soit le réveil, que ce soit en péropératoire. Ça peut être dû à une stimulation du larynx, mais aussi d'autres structures. Et en fait, lorsque le stimulus s'arrête, le laryngospasme ne va pas se lever spontanément. On dit toujours, au bout d'un moment, la glotte, elle s'ouvre. Oui, elle s'ouvre, parce qu'en fait, ce qui fait ouvrir, qui va entraîner une ouverture, un relâchement de ces muscles, c'est l'hypoxémie et l'hypercapnie. Donc oui, ça finit par lâcher, mais quand ça lâche, c'est vraiment trop tard, donc il faut agir avant. Alors est-ce que c'est fréquent l'œdème aigu à pression négative? C'est très rare chez l'enfant, c'est relativement rare. On va voir dans un précoce, il y en a eu un. Et en fait, c'est une pression négative dans le thorax qui est associée à une exfusion de liquide dans les alvéoles. Donc globalement, il ne faut pas attendre que ça cède tout seul, un laryngospasme, parce que ça cédera, mais trop tard. Alors, quels sont les facteurs de risque qui vont survenir également sur la laryngospasme? Il y a l'anesthésie. On a dit une anesthésie trop légère ou une douleur. Et puis après, il y a tout ce que vous allez faire dans la bouche de l'enfant, c'est-à-dire mettre le guédel trop tôt, ou le luxer, ou faire une laryngoscopie, ou même de la sonde nasogastrique. Il y a les sécrétions. Vous savez que les sécrétions, en amygdalectomie, et Mathilde va en reparler, quand il y a du sang sur les cordes vocales, ce n'est pas une très bonne idée pour l'enfant. Et dans toutes les études, et on va y revenir, et c'était un peu le centre des RPP, c'est l'expérience de l'équipe d'anesthésie-réanimation. Il y en a qui sont des facteurs qui sont liés aux patients. C'est l'asthme, l'hyperactivité des voies aériennes. Les enfants plus jeunes, on l'a vu, SAOS, reflux, tabac passif des parents, les antécédents allergiques et antécédents familiaux. Puis il y a aussi certaines chirurgies qui sont plus pourvoyeuses, tout ce qui est endoscopie digestive, tout ce qui est amygdale, végétation. Puis il y a l'appendicectomie aussi, qui est souvent associée à un laryngospasme, et les hypospades. Alors,
Si on se contente d'apporter une pression positive sur le laryngospasme, qu'est-ce que ça fait? Si vous avez un laryngospasme partiel, bien sûr qu'une pression positive va permettre de lever l'adduction des cordes et de l'ouvrir, de les mettre en abduction. Mais si vous avez des muscles qui recouvrent les cordes vocales, eh ben vous allez avoir, ça va distendre les sinus piriformes, puis vous allez plaquer et l'épiglotte et les aryténoïdes encore plus sur la corde, donc ça ne va pas marcher. Pour lever votre laryngospasme, eh bien, il va falloir approfondir l'anesthésie avec des agents pharmacologiques. Alors la différence entre le laryngospasme et le bronchospasme, c'est au niveau des bronches. C'est une contracture des muscles lisses qui est brusque, intense et généralisée, et qui va elle aussi durer. Elle entraîne une expiration au frein. Les pressions dans le thorax vont augmenter, ça va altérer les échanges gazeux alvéolaires. Vous allez avoir une gêne au retour veineux, et aussi on va retrouver dans l'hypoxémie et l'hypercapnie et une diminution des débits cardiaques. Et c'est là que on voit apparaître sur nos canaux cette fameuse courbe, comme on dit, en aile de requin, avec un angle alpha qui va devenir supérieur à 105, et on va avoir apparaître ces modifications de la courbe de Kaplan pendant le bronchospasme. Alors ce bronchospasme, il y a deux facteurs de risque, le patient et l'anesthésie. Le patient, c'est toujours pareil, l'asthme, l'hyperréactivité bronchique, le wheezing, la toux sèche la nuit, tout ce qui est allergique, l'eczéma, les familles atopiques, il y a le tabac, il y a une infection des voies aériennes inférieure à 2 semaines, et puis tout l'environnement, les animaux, les polluants aériens. Et puis, facteur de l'anesthésie, toujours pareil, le bronchospasme, il arrive quand? Pas n'importe quand l'anesthésie est trop légère, l'intubation trachéale est souvent associée à un bronchospasme si l'anesthésie n'est pas adéquate. Pareil, les irritants, tout ce qui est sécrétion. Et également, dans le bronchospasme, il faut toujours se poser la question de l'association avec une réaction allergique, alors que ce soit le latex, les curares, même si on est hyper vigilant chez l'enfant. On a souvent des blocs latex free, mais il faut toujours envisager cette solution. Alors, les conséquences pulmonaires, le fait qu'il y ait un hypotonus au niveau du larynx, vous pouvez avoir cet œdème pulmonaire à pression négative, on l'a vu, c'est très rare, mais on peut avoir des atelectasies, des volotraumatismes, des barotraumatismes, parce qu'on va essayer de forcer, on va avoir les pressions qui vont augmenter, et c'est là où il va falloir être un petit peu agile. Alors, est-ce que c'est fréquent et est-ce que c'est grave? L'étude qui représente le plus probablement nos pratiques, c'est Apricot. C'est une étude prospective qui a eu lieu entre 2014 et 2015 dans 261 hôpitaux, et la France faisait partie de ces hôpitaux. Et ils ont regardé les complications à partir d'un recueil de 31 127 anesthésies à peu près. Les événements sévères, que ce soit cardio ou respiratoire, c'est aux alentours de 5,2%. Vous voyez, c'est quand même pas rien. Et les incidences événements respiratoires sévères aux alentours de 3%. Et lorsqu'on regarde plutôt les respiratoires, puisque c'était notre topo, vous voyez que ceux qui sont les plus fréquents, ce sont ceux qui sont chez les moins de 28 jours. Donc ceux-là, on s'en doute, de 28 jours à 1 an. Et puis vous voyez, dès qu'on passe 1 an, quand même, toutes ces complications respiratoires vont diminuer significativement. Et vous voyez qu'après 6 ans, 10 ans, on est à peu près au niveau de ce qui se passe chez l'adulte. Lorsqu'on regarde les 4 principales complications, c'est laryngospasme, bronchospasme, inhalation et stridor. La laryngospasme, vous voyez que dans la plupart des cas, il n'y a pas de conséquences cliniques et il y a un œdème du poumon dans cette série. Le bronchospasme, vous voyez, à 57% des cas, il n'y a pas d'incident. Et puis, il y a une hypoxémie dans 38% des cas. L'inhalation, contrairement à l'adulte, vous voyez que l'inhalation est observée. Dans 54% des cas, il n'y a pas d'incident. Et dans une hypoxémie, ce qui nous paraît logique, mais souvent on voit que chez les enfants, il n'y a pas de complications. Ça s'explique, on n'est pas les seuls. Mais l'hypoxémie arrive dans 31% des cas. Alors en pratique, ce sont des situations de crise où on n'aime pas trop s'entraîner, on n'aime pas trop se confronter. Et donc pour nous aider, le CAMR de la SFAR met à disposition des fiches, des aides cognitives qu'on doit aujourd'hui, je pense, tous avoir dans nos établissements, avec un peu ce qu'il faut faire, comment faire le diagnostic, parce qu'en situation de crise, ce n'est pas toujours facile. Donc, autant s'entraîner quand c'est plus calme. Et puis après, on déroule, que ce soit le laryngospasme complet ou incomplet, ou le bronchospasme, avec les bonnes doses de médicaments. Donc, c'est sûr que ce n'est pas le jour où vous avez
Laryngoscopie, bronchoscopie, vous allez prendre votre fiche, mais régulièrement au bloc opératoire, lorsque vous en avez eu des formes mineures, se refaire un check, c'est probablement une bonne idée. Et puis après, entre vous, faire des simulations bronchospasme, laryngospasme avec les fiches, pourquoi pas s'entraîner. Mais en tout cas, c'est certainement pas lorsque ça arrive qu'on doit les découvrir. Donc en conclusion, un enfant, c'est simple, c'est des spécificités anatomiques et physiologiques qui sont propres à l'enfant. Il faut savoir les évaluer, savoir repérer les facteurs de risque. Et puis, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner régulièrement aux situations de crise en pédiatrie, entretenir sa formation. Il ne faut pas oublier que chez l'enfant, on l'a dit tout à l'heure, et ça sera le topo de Nadir, il y a les complications respiratoires, mais vous voyez en rouge, il y a aussi les complications cardiovasculaires. Et donc, on en parlera à la fin de ce topo. Je vous remercie.